Bonsoir! On est là aujourd'hui pour parler d'un manga qui va devenir un grand classique. Je cite Keiju numéro 8. Keiju numéro 8, franchement, depuis que c'est sorti, je suis hyper fan et j'attends vraiment tous les 3 mois qu'un nouveau tome sorte. Keiju numéro 8, c'est vraiment le banger, le manga casé qui a tout déchiré depuis l'année dernière et je pense qu'il va pas s'arrêter. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi Keiju numéro 8, c'est de la balle et que je suis persuadée que ça va devenir un grand classique. Parce que oui, il y a beaucoup de critiques que je comprends, mais quand même, pour la plupart, tout le monde en est ravi. On va donc commencer par parler de l'autrice qui n'est d'autre que Naoya Matsumoto. Naoya Matsumoto est une mangaka de 40 ans. Elle a commencé, comme tout le monde, voilà, à sortir des petites nouvelles dans des concours dès 2005, puis 2006 elle en remporte un, avec Necromancer qui va apparaître dans la Kamaru Jump, puis en 2009 elle va commencer sa première série, avec Neko Wappa, vraiment, qui est hyper kawaii, l'histoire d'une jeune fille avec un énorme chat, bref, toutes ses aventures. Puis en 2013, elle attaque une nouvelle série, qui n'est d'autre que Poshi Enkuro. Pareil, une histoire de démon qui veut manger absolument une certaine fille et parmi l'un de ces démons, lui va tout faire pour la sauver. Bref, le shonen un peu classique, kawaii, let's go, c'est trop mignon. Mais que s'est-il passé entre la fin de Poshi Enkuro et Keiju numéro 8? Ça, je l'ignore, mais clairement l'autrice a eu une montée d'inspiration. Une inspiration complètement différente de celle d'habitude, car Keiju numéro 8 n'a rien de vraiment kawaii. On va donc arriver au deuxième point, qui est tout simplement l'histoire de Keiju numéro 8. Keiju numéro 8, c'est tout simplement l'histoire de Kafka Ibino qui rêve de rentrer dans la section anti-Keiju. Les Keiju sont des monstres qui dévorent tout le monde et qui sont en train de décimer l'humanité. Nous sommes donc dans un monde post-apocalyptique, mais notre héros échoue à chaque fois aux examens d'entrée et n'est pas du tout apte pour entrer dans cette fameuse élite. Son métier sera donc de devoir nettoyer tous les cadavres encombrants après les combats entre les Keiju et les humains, ce que sa vie bascule le jour où une étrange créature va rentrer dans son corps et le transformer en mi-humain, mi-Keiju, ce qui donne ce merveilleux mélange. Donc on peut se dire que l'histoire ne paye pas de mie comme ça, même si je dirais que on est directement intrigué. Comment ça va se passer pour Kafka? Est-ce qu'ils vont sauver le monde des Keiju? Bref, vous avez déjà plein d'intrigues qui arrivent. En plus de cela, vous avez des personnages secondaires qui viennent alimenter l'histoire, même s'il y a toujours ce même but, la question des Keiju. Bref, nous pouvons donc parler d'un shonen, même si je dirais qu'il y a de très légers aspects seinen, même s'il n'y a rien de psychologiquement extrêmement développé, et même s'il n'y a rien d'extrêmement gore. Maintenant, pour vous montrer à quel point Keiju numéro 8 est incroyable, nous allons arriver au troisième point. Kafka Ibino. Kafka Ibino est le personnage principal de notre manga. Il va tout d'abord sortir du lot par rapport à d'autres héros de shonen classiques, rien qu'à son âge. Son âge, il a 30 ans, c'est un trentenaire. Ensuite, nous sommes pas avec un gamin qui cherche absolument à réaliser son rêve. Au contraire, Kafka a déjà vu ses rêves détruits à plusieurs reprises devant lui. Du coup, on se dit, qu'attend-il réellement maintenant de la vie et quel est son but dans ce shonen? C'est également un personnage sous pression sociale car il va être mi-homme, mi-Keiju. Du coup, il va avoir la pression des humains et la pression des Keiju. Ce n'est pas comme Ken Kaneki qui va devenir mi-ghoul mi-humain et qui va vouloir sauver le monde, qui aura directement une décision dans sa tête. Et ce n'est pas non plus comme dans Parasite où le héros veut absolument se débarrasser de son alien, de son parasite. Non, là Kafka, il devient mi-Keiju, mi-humain et ne sait absolument pas quoi faire. Nous sommes dans une intrigue absolue et on ne sait pas pourquoi on lit ce manga, ce qui fait complètement ressentir l'action et le développement des scènes de l'histoire du scénario. Ensuite, nous avons un complexe sentimental car Kafka et Mina, c'est très compliqué. Deux amis d'enfance qu'on soupçonne de s'aimer quand même profondément, qui avaient le même rêve de rentrer dans cette section anti-Keiju, et elle, non seulement Mina y est arrivée, mais en plus de ça, elle est l'élite de l'élite, c'est-à-dire qu'elle est une des plus grandes tueuses de Keiju. Je vous laisse deviner le complexe. Kafka, du coup, face à Mina, se trouve absolument nul, et on sent que Mina, elle, ne sait pas non plus comment interagir avec lui, et c'est extrêmement intriguant, on est dans le suspense, et en même temps, on a l'impression que rien qui vont se toucher, ça va créer une explosion, quoi. Et même là, à où j'en suis,
je n'ai jamais vu une telle interaction entre eux. Ensuite, nous avons un personnage principal très mature, qui ne cherche pas à devenir machin ou bidule ou chouette, il essaye juste de vivre au mieux. Un personnage de shonen de 30 ans, qui essaye juste de vivre au mieux, j'en connais pas beaucoup des shonen ainsi. Nous avons également deux identités en une, Keiju humain dans Kafka Ibino. Cela fait rappeler un paquet de personnages shonen qui a vécu à peu près la même chose, sauf que Kafka, lui, n'a pas de solution, il n'a pas d'ambition. À travers sa transformation, il va juste vouloir survivre, vivre ou servir à quelque chose. En plus de cela, Kafka est un personnage extrêmement drôle malgré lui. On pourrait dire que des fois c'est un teubé, mais ce qui enlève ce teubetage, c'est qu'il en veut, il a faim, il veut défendre et il veut être là. Comme tout être humain sur cette terre, il veut défendre ceux qu'il aime et c'est tout ce qui compte pour lui. C'est également un personnage que je trouve très solo, qui soit doit faire ses preuves envers les humains, soit se fait manger par les kaiju. C'est un personnage extrêmement perdu qui ne sait plus ce qu'il doit faire, mais malgré qu'il soit perdu, il reste sur ses pieds. Il rêve sur ses pieds sans avoir forcément une ambition précise, mais comme je vous l'ai dit, il veut seulement vivre, malgré une solitude dans cette situation sous-jacente. Et pour finir sur ce Kafka Ibino que j'aime tant, il est en total questionnement sur ses capacités. On ne sait pas de quoi il est capable, il n'arrive pas à contrôler qui il est et ce qu'il est, ce qui nous amène à une question très forte. Qui peut-il devenir? Là, on n'est pas à que veut-il devenir ça, est-ce qu'il va y arriver? On est avec qui peut-il devenir? Qui peut devenir Kafka Ibino? J'arrête avec Kafka Ibino parce que je l'aime tellement et on arrive au quatrième point, l'écriture shonen. On peut dire que Keiju numéro 8 est la synthèse de tout ce qu'il y a de mieux dans les shonen. C'est une énorme salade composée, il y a de l'action, de la grosse frappe bourrine et des grosses armes à feu qui peuvent décimer un immeuble tout entier. Bref, il y a une forte dimension dans l'action. Ensuite, vous avez un humour, un peu à la Suken Rock, où Kafka est teubé, mais il a une vivacité et une énergie vitale énorme. L'humour est parfaitement bien placé, moi qui n'aime pas du tout les mangas qui pensent qu'à faire rire. C'est subtil, c'est attachant, et des fois c'est même moralisateur. Je vous laisserai découvrir pourquoi. Ensuite, vous avez du suspense. D'où viennent les kaiju? Pourquoi ils sont là? Pourquoi il y en a des comme ci? Pourquoi il y en a des comme ça? Que va devenir Kafka Ibino? On ne sait pas. Que va faire de lui les humains? Que va faire de lui les kaiju? Bref, on est sûr de personne et on ne connaît personne dans ce manga. De l'amour complexe à la Sasuke et Naruto, je t'aime et ouais nanana. Espérons un jour voir Kafka dans les bras de Mina. Des personnages secondaires incroyables et singuliers malgré leurs uniformes, que ce soit Mina, Leno, Kikoru, Gen et puis ce Shiro, hein. Il y a déjà une sacrée fanbase sur lui. Et puis même, je veux dire, les kaiju qui arrivent là comme ça, des fois on est comme ça. À travers chaque personnage, on peut voir la personnalité, une couleur, et ils ont tous leur raison d'exister. Keiju numéro 8 n'est pas puissant dans une spécificité, mais il en possède plusieurs. Elles sont presque toutes dosées plus ou moins de la même manière, ce qui rend le scénario extrêmement crédible et très humain. Ensuite, en cinquième point, je tiens juste à noter une petite chose. Plein de gens ont été déçus du tome 5 qui redescend, et moi je me suis dit, il va remonter, et le tome 6 est une tuerie. Donc on peut avoir confiance en Aoya Matsumoto pour un scénario évolutif, mais du coup une évolution extrêmement honnête. En sixième point, les dessins. C'est un dessin extrêmement singulier, on va vite reconnaître la patte de notre autrice, mais surtout très spectaculaire. Des fois vous tournez les pages, vous êtes comme ça. Oh, what the fuck, what the hell is going on? C'est arrivé plusieurs fois que je m'arrête littéralement dans ma lecture pour mater une page. Alors je sais qu'il y a des dessins bien plus puissants, bien plus forts. Bref, moi je cite Suichida. Mais pour le coup, je ne sais pas, je trouve que c'est extrêmement expressif et même dans le trait, le trait, le gonfle et le dégonfle dans certains moments du récit qui fait que ça rend l'image waouh. En plus de ça, les dessins sont accompagnés d'onomatopées extrêmement fortes et puissantes. On va entendre le bruit, on va ressentir la percussion de la chose. Bref, c'est un délice. Septième point, les couvertures. Les couvertures, je les trouve hypnotisantes, électriques, j'adore. Et puis voilà, je suis très fan des auteurs ou autrices qui vont mettre un personnage principal et lui créer une ambiance à l'arrière. Et puis si j'arrive bien à interpréter ce qu'elle a voulu faire à travers la couleur qu'elle a mis derrière le personnage, ça peut nous faire découvrir des facettes cachées des personnages. En bref, dès qu'il y a une couverture de Keiju, je suis là. La conclusion de Keiju numéro 8. C'est un manga pour moi qui est très prometteur, extrêmement prometteur. Nous avons un personnage de shonen unique, une histoire extrêmement dynamique qui reste toujours aussi intrigante, avec des actions qui n'effacent pas l'intrigue, des cases de folie, un scénario extrêmement bien dosé en reprenant plusieurs genres, avec une évolution lente de l'intrigue et une action qui donne du mouvement justement à cette évolution. Et pour finir, l'anime arrive normalement en 2023.
J'espère que ça sera à la hauteur, vraiment. Si je crois énormément à ce manga, voilà, j'en lis énormément. Je ne suis pas Jésus, je ne suis pas voyante, mais je le sens mais très très fort. D'habitude, je n'aime pas les shonen dans l'action bourrin, etc. avec peu de psychologie ou de philosophie, mais je sais pas, Keiju, ça me prend quoi. Je suis à fond, je m'arrête pas quand je lis Keiju et ça fait du bien des fois de pas extrêmement réfléchir en lisant un manga. C'est top du top. C'est sûrement pour ça que tout le monde aime Keiju numéro 8. C'était ma première vidéo qui parlait d'un manga. J'aimerais avoir votre avis, j'espère que ça vous a plu ou si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à me le dire. Je vous remercie de me suivre comme d'habitude. N'hésitez pas à suivre ma chaîne YouTube, la page Indigo, et à mettre un petit pouce sur cette vidéo. Également à suivre ma page Instagram, la.page.indigo. Et je vous dis à très bientôt, plein de bonheur, plein d'énergie en vous. Et à bientôt. À pouet.